Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Tout de suite, nous découvrons ensemble le thème de ce soir. Fin février dernier, une vidéo particulièrement choquante mettait en scène des prisonniers palestiniens a circulé sur le réseau Telegram réalisé par un binational français actuellement en service dans l'armée sioniste et affecté sur le territoire palestinien occupé, plus précisément à Gaza. Une plainte contre X pour acte de torture déposée par maître Gilles Devers suite à cette vidéo a été immédiatement lancé. Les associations, le mouvement du 30 mars à Bruxelles, Justice et Droits sans frontières, et dont on a accueilli hier son président François Deroche, et El Jalia, Union des associations palestiniennes en France, ont mandaté maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, pour justement déposer une plainte contre X en leur nom. L'annonce officielle du dépôt de plainte a été faite au quotidien Le Monde le 16 avril dernier. Retour sur cette affaire et cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le jeune franco-israélien s'enorgueillissait des tortures que lui et ses compagnons ont fait subir aux prisonniers, sans oublier l'humiliation et les injures proférées à leur encontre alors qu'ils étaient en position de grande vulnérabilité. Cette vidéo relance également le débat sur le sort des binationaux partis prêter main forte à leurs concitoyens de l'entité sioniste dans leur guerre injuste contre Gaza. Nous en parlons tout de suite. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec un plaisir chaque fois renouvelé maître Gilles Devers. Vous êtes avocat au barreau de Lyon, docteur en droit international et fervent défenseur de la cause palestinienne. Vous avez également été à l'initiative que vous avez portée à la CPI pour génocide auprès donc de la CPI, la Cour internationale pénale. Maître Devers, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Devers, d'abord, je vous propose de voir ensemble cette vidéo pour rafraîchir un peu la mémoire, peut-être de certains qui peut-être ne l'auraient pas vue ou en tous les cas l'auraient oublié. Alors voilà, on a enlevé le son. Par respect donc à nos téléspectateurs, car la vidéo est pleine d'injures proférées à l'encontre de ces prisonniers, comme vous les voyez, les mains ligotées, les yeux complètement bandés dans leur tenue de prisonniers, qui rappellent étrangement ceux de Guantanamo, n'eût été la couleur donc. Voilà, les traces des blessures sur le dos, des tortures. Alors il y a même des signatures, il y a... Oui. Voilà, donc l'horreur dans toute sa forme. Maître Devers, la question qui se pose aujourd'hui, alors cette vidéo scandaleuse aurait pu passer sous silence, n'est-ce pas? Comme tellement d'horreurs qu'on a vues sur Gaza. D'ailleurs, à un moment, on ne faisait plus la différence entre ce qui était réel et ce qui était virtuel, tellement l'horreur dépassait l'entendement. Alors l'auteur de la vidéo a fait preuve ou s'est fait prendre finalement dans son propre jeu? Mais oui, parce qu'ils sont tellement décontractés qu'ils torturent et puis ils échangent ça sur les réseaux sociaux, en famille. C'est une discussion comme un autre, comme on commenterait un match de foot, vous voyez. Donc, on a pu récupérer, du moins nos équipes ont pu récupérer cette vidéo. Sur l'exemplaire que nous avons, il y a une troisième séquence où on est filmé dans le bus. Donc, ce sont ces bus tragiques qui emmènent vers les camps on peut pas appeler ça des prisons, hein, vers les camps israéliens de où détention. Les prisonniers vont rester des années. Voilà, ils vont rester des années et des années sans être jugés, sans visite d'avocat, sans visite de prison, et ils sont dans le bus tous assis, la tête prostrée en avant, les mains attachées dans le dos, et on leur fait écouter une comptine enfantine très fort, et on sait que c'est un élément majeur de ce qu'on appelle la torture psychologique. Donc on a l'origine, c'est-à-dire on a l'origine informatique des vidéos qui a été prise, et puis il y a également un plateau télé sur la chaîne 13
israélienne où l'auteur est présent et dit oui, oui c'est moi, on a bien fait, etc., etc. Voilà, donc on a une avocate de l'équipe. Moi, je suis en déplacement à l'étranger actuellement, mais une avocate de l'équipe sera demain dans le bureau du procureur de Paris pour régler ces modalités. Alors, dites-nous, Maître Gilles Devers, pourquoi cette procédure se fait à Paris? Est-ce que parce qu'il s'agit d'un binational, donc un franco-israélien, est-ce que les choses auraient été différentes? Est-ce qu'il y aurait eu ce dépôt de plainte? Ben, le dépôt de plainte est facilité parce qu'il est français. Oui. Et on a une disposition dans le code pénal qui fait que quand un crime est commis par un Français à l'étranger, le juge français reste compétent. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas un autre procès, il y a un procès sérieux, hein, on veut dire, qui se soit tenu dans le pays d'origine, parce que ça serait juger deux fois la personne pour la même chose. Mais ici, il n'y a aucun procès qui se fait en Israël. Au contraire, ils sont encouragés et ils font les plateaux télé pour faire leur publicité. Donc, il n'y a pas de risque de doublon. Et donc, c'est le juge français qui est compétent. D'ailleurs, poussé par les journalistes, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a reconnu que le juge français était compétent. Voilà, donc ce sont des... Alors, moi, je souligne un point au passage, c'est que très souvent dans les actions qu'on conduit, je freine un peu les amis de l'équipe en leur disant « c'est pas nous de décider parce que c'est la cause des Palestiniens ». Donc, on prend les contacts avec eux et on vérifie que c'est vraiment ce que tiennent les Palestiniens. Ici, c'est la cause des Palestiniens, ces malheureux jeunes là qui partent comme cela avec une vie brisée. Mais c'est aussi une affaire des Français et des Européens, et des Français en l'occurrence. Pourquoi? Parce que moi, en tant que Français, je peux pas admettre qu'il y ait un compatriote qui fasse la torture. Et ça, c'est une affaire qui touche le Palestinien, mais qui nous touche, nous, et qui touche l'appareil judiciaire français en tant que tel. Ils peuvent pas tout faire en disant on est français et on y va. Non, c'est pas possible. Le droit, il nous appartient à nous. C'est-à-dire globalement au peuple, il appartient pas à ces criminels. Et donc c'est une réaction palestinienne, mais c'est également une réaction française. Et on demande au procureur de statuer selon la loi française. Oui, parce que des vidéos comme ça, il y en a eu plusieurs, sauf que effectivement, ça n'a pas été filmé par des auteurs qui étaient donc d'origine française ou en tous les cas qui étaient des binationaux. On se rappelle aussi l'affaire de ces Palestiniens qui ont été complètement dévêtus, qui ont été donc toujours les mains ligotées, les yeux bandés pour la plupart, ils aient été accusés d'être des terroristes palestiniens, alors qu'on sait par la suite que c'était tout simplement des médecins, des infirmiers, tout simplement des citoyens palestiniens sans plus ni moins. Alors, il y a un petit aspect quand même, Maître Gilles Devers. Est-ce que ces vidéos peuvent servir de pièce à conviction et de preuve de génocide? Comme preuve de génocide? Alors, pour le génocide, indirectement, il faut faire un travail d'analyse. C'est-à-dire que s'il n'y a que ça, on a un acte de torture. Torture et acte de barbarie. C'est-à-dire que les deux sont liés en droit international. On met deux données équivalentes. Il y a le fait de torturer, c'est-à-dire frapper quelqu'un pour obtenir des aveux, et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme dont le dos est martyrisé. Mais il y a aussi un autre aspect qui est le traitement inhumain et dégradant, c'est-à-dire avoir un comportement où le sang ne va pas jaillir, vous voyez, il n'y aura pas de coup, mais il y a un comportement qui est, on place l'autre personne dans une inhumanité, dans une vulnérabilité, traitement inhumain et dégradant, on lui montre qu'il est plus bas que terre. Et donc ça, c'est ce que l'on voit sur la vidéo, avec le type qui plastronne, qui filme, qui passe à côté d'eux. Et donc nous, la plainte, elle n'est pas déposée pour complicité de torture ou pour apologie de torture. Elle est portée pour torture, traitement inhumain et dégradant et crime de guerre. Voilà, parce que le fait d'être partie prenante de cette scène est un crime. Voilà, il faut bien que le Français qui est là-bas sous l'uniforme s'en rende compte. C'est un crime, c'est-à-dire c'est pas simplement de filmer quelqu'un d'autre qui torture. En plus, bon, il y a de bonnes raisons de penser, mais ça c'est l'enquête qui le dira, que celui qui est tellement à l'aise et qui est tellement bien informé sur ce qui est arrivé ne participe pas lui-même à la torture qui est tellement généralisée. Mais là, ce que l'on voit ici, c'est pas de l'apologie, c'est la scène d'un crime. Voilà, et tous ceux qui participent sont des criminels. Alors, isolément, ça fait déjà beaucoup, torture et traitement inhumain et dégradant. Mais derrière, il y a la logique génocidaire parce que si ces gens qui... il n'y a pas une personne, c'est extrêmement généralisé. Vous évoquiez d'autres images et d'autres données que l'on avait eues. On a remis au procureur, parallèlement à cette plainte,
qui est détaillé sur une vingtaine de pages, un document de 50 pages qui retrace d'autres événements et qui montre comment, depuis le premier jour, l'atteinte corporelle et l'atteinte à la dignité, elle fait partie des éléments. Voilà. Donc, s'il y a ça, c'est parce qu'il y a la logique du génocide, parce que le génocide, il passe sur l'idée que l'autre n'est pas un sujet, n'est pas un être humain comme les autres. Vous voyez, c'est ce qui permet de passer le passage. Le génocide n'a lieu que si vous avez convaincu l'auteur que celui qui est en face, il n'est pas comme toi. Voilà, c'est autre chose. On peut y aller. Voilà. Et là, ce que l'on voit, on voit très bien que la manière dont ils agissent, en face d'eux, ils n'ont pas des êtres humains, ils ont des gens de seconde catégorie ou de troisième ou de quatrième. Donc, c'est une scène de crime qui prend place dans un crime génocidaire. D'autant plus qu'on a vu des tortures où était gravée sur leur dos l'étoile de David. C'est-à-dire c'est une double humiliation pour ces Palestiniens qui n'ont rien demandé finalement. Exactement, tout ce qui participe de ce sentiment de domination, le fait de par exemple monter dans le bus où ils sont soumis à la torture psychologique, se promener à côté, donc vous avez coupé le son mais il les injurie de la pire des manières, avec un ton qui est menaçant et puis il passe à côté avec sa posture, ça participe au traitement inhumain et dégradant. Donc on est vraiment dans le fait criminel et je ne pense pas que ça soit discuté par les procureurs. Alors, Maître Gilles Devers, vous qui avez donc vous avez déposé cette plainte avec bien sûr d'autres noms d'avocats qui vous ont mandaté. Que risquent ces auteurs de crimes et de tortures si, bien sûr, l'accusation est avérée? Mais dans l'immédiat, ce que l'on demande, on est méthodique, c'est-à-dire, vous savez, les avocats, on a la tête un peu dans l'idéal, parce qu'autrement, on ne ferait pas les choses. Mais on est très, très, très pragmatique. Pour le moment, il faut que le procureur ouvre une enquête et on a un délai. On va voir ce qui se passera dans l'entretien de demain, mais on se donne un délai de 2 à 3 mois pour voir ce qui va être fait. On veut rester dans une démarche logique et se poser la question, une fois que le procureur de la République en France est saisi de ce genre d'image avec cette plainte et tous ces éléments, est-ce qu'il prend l'initiative lui-même ou non? Voilà, vu qu'on sait qu'il y a une très forte dépendance du gouvernement sur le parquet pour des affaires de cette nature. Donc on verra. Voilà, nous on souhaite comme citoyens français que le parquet agisse et dise, peu importe les enjeux diplomatiques que le gouvernement voit, je ne peux pas laisser des Français commettre des crimes comme cela. Et on va donc laisser un temps pour cette procédure normale. S'il n'y a rien, on fera ce qu'on appelle la constitution de partie civile, qui nous permet d'aller directement sur le juge d'instruction et de devenir nous-mêmes acteurs de l'enquête. Voilà. Oui. Ensuite, pour tous les jugements, il faudrait qu'il y ait arrestation. Donc là, c'est une phase plus lointaine, à moins que ce monsieur veuille venir en France et qu'il se fasse présenter au juge, vu qu'il explique que ce qu'il fait, c'est très bien. Et que c'est tout à fait normal. Donc, qu'ils viennent s'expliquer. Je pense que de Roissy-Charles de Gaulle au palais de justice, il y en a pour un quart d'heure en voiture, il va être expliqué par le juge. Et puis, vu qu'il est sûr d'avoir raison, il rentrera chez lui tranquillement après. Ah ben voilà, tranquillement. Et ce mot, vous faites bien de terminer avec, parce que on se pose la question aujourd'hui, est-ce que cet auteur, ce jeune homme, donc très sûr de lui, très arrogant dans le verbe et la parole et le geste, est-ce qu'il est, après avoir donc été à Gaza, après donc avoir assisté à l'arrestation, la torture, il rentre donc en France le plus normalement du monde sans être inquiété? Je veux dire, est-ce qu'il encourt une peine de prison? Est-ce que sa vie est menacée dans le sens juridique du terme? Est-ce qu'il est rentré en France? Oui, s'il rentre en France, il sera manifestement arrêté à la descente d'avion pour être conduit chez un procureur qui lui posera des questions sur l'attitude qu'il a eue là-bas. Le crime, c'est un crime. Nous sommes sur une hypothèse de crime de guerre. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui ne dit pas « j'ai lâché pendant ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». On sait qu'il peut y avoir dans les guerres une pression terrible sur les soldats et qu'ils peuvent commettre des exactions pour les regretter une demi-heure après. Mais là, c'est pas le cas, vu qu'il dit c'est tout à fait, je regrette de ne pas en avoir fait plus, pratiquement. Donc, il est certain que Sylvian sera conduit devant la justice. Et pour des faits de cette nature, il y a des gens qui sont arrêtés et jugés pour torture en France. Ça se situe entre 10, 20 ou 30 ans.
Eh ben, cette procédure que vous avez entamée, Maître Gilles Devers, et il y a eu également des réactions de la société civile, de l'opinion publique, n'a pas forcément déplu dans certaines parties, y compris le CRIF, qui lui peut-être dit que le jeune homme n'est pas tout à fait impliqué. Alors, c'est toute une cabale qui a été montée contre aussi des associations comme celle de la France-Palestine ou des députés qui seraient proches aujourd'hui des Palestiniens, en tous les cas, contre cette guerre contre Gaza. Il n'y a pas une bonne ambiance en France sur le sujet actuellement. Je ne veux pas vous en dire plus, mais je n'ai pas besoin de détailler. Je veux dire que vous avez toutes les informations. Il devient assez difficile de s'exprimer et on voit des procédures pour apologie qui visent toujours le même camp et qui deviennent invalidantes vu qu'il est très difficile d'organiser une réunion et de s'exprimer. Et maintenant, ça touche des responsables politiques de haut niveau. Donc, je crois qu'il y a une déclaration du président Macron en disant il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et puis, une demi-heure après, il y avait ces interdictions. Donc, les interdictions peuvent être des abus, elles peuvent être attaquées devant les hôpitaux, devant les tribunaux, pardon. Moi, ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a une lame de fond qui est mauvaise. Et elle est mauvaise parce que le gouvernement a une mauvaise politique vis-à-vis d'Israël qui garde des attachements diplomatiques, c'est une chose, mais l'incapacité du gouvernement français à dire que c'est un génocide qui est en cause, non pas parce qu'il le pense lui-même, mais parce que la Cour internationale de justice a dit à 2 reprises au terme de la probabilité et lui a intimé de prendre des mesures. Ces mesures justifiaient des choses fortes. La France ne fait rien. Elle ne fait rien non plus au niveau européen, alors qu'on pourrait remettre en cause toute l'économie liée aux colonies de peuplement en Cisjordanie. Donc c'est ça le terreau, vous comprenez. Bon, évidemment, quand il y a un crime, on ne va pas laisser passer le criminel, mais il est nourri par tout un système. Et après 6 mois de guerre, vous n'avez toujours pas un responsable politique français qui est en mesure de dire c'est un génocide d'enfants, stop, de donner des chiffres que tout le monde connaît, à savoir qu'il y a eu à Gaza plus de morts chez les enfants en 6 mois que dans l'ensemble des guerres du monde depuis 3 ans. Voilà. Donc, même cela, même penser par exemple aux personnes qui ont un traitement habituel et qui ne peuvent simplement plus prendre le traitement, donc leur vie va être abrégée également, même cela, ils ne le disent pas. Et là, vous avez des éléments de torture faits par un Français sur des victimes civiles et il n'y a toujours pas de commentaires. Moi, ce que je vois, c'est que nous étions très attachés à déposer cette plainte et à se faire entendre. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis 40 ans qu'on retrouve des Français sous un uniforme en train de pratiquer la torture. Il y a 40 ans, c'était à Alger, avec des Français qui torturaient des Arabes. Maintenant, ça se passe à Gaza et c'est encore des Français qui torturent des Arabes. Donc, il y a un côté de blocage dans la tête de ces gens qui n'apprennent rien de l'histoire, qui n'apprennent rien sur eux-mêmes, qui ne font aucun effort de compréhension et qui en restent à cette idée que l'arabe est un ennemi. Et alors l'arabe, il demande simplement à bénéficier du droit d'autonomisation et à vivre sur sa terre. Notre ardeur, elle est complète sur ce dossier parce qu'elle est nourrie par ces événements historiques. Oui, très bien, alors que l'arabe est chez lui, donc ce n'est pas lui qui a été agressé. Voilà, donc l'arabe en question est chez lui. Alors la question... L'arabe, il est bien chez lui, et ce n'est pas les Arabes qui ont envahi la France en 1830. Hein. Je crois bien que c'est la France qui a envahi Alger en 1830, il me semble. Hein. Oui, et encore bien, vous faites bien de le dire, parce que de toute façon, même quand il y avait les Français avec l'uniforme en Algérie, c'était l'uniforme de leur pays. Alors que ce binational, il porte l'uniforme d'un autre pays. Après, il va rentrer en France. Et c'est ça peut-être qui choque le plus. C'est comment aujourd'hui peut-on tolérer, est-ce que c'est légitime qu'un binational, un franco-israélien de surcroît, va à Gaza pour combattre auprès de l'armée sioniste, tue des Palestiniens, ensuite il reprend sa valise, il rentre tranquillement au pays. Alors on ne sait plus exactement ce qu'on doit penser de ça. Finalement, ce qui choque, c'est ça. C'est d'aller vers un terrain où il y a la guerre, tuer un maximum de personnes et rentrer, dormir 15 jours après en France, le plus normalement, sans être inquiété. Que dit justement la loi dans cette affaire de soldats binationaux qui vont combattre et puis qui rentrent chez eux? Parce qu'ils sont chez eux partout. Alors, le fait
quand on a la double nationalité, d'aller faire son service militaire ou de participer à une opération militaire sous commandement étranger, quand vous-même vous avez la double nationalité, en tant que tel, ça respecte la loi. Il y a notamment un accord entre Israël et la France qui le permet. Voilà. Mais ce qui ne va pas, c'est quand, à l'occasion de cette opération militaire, qu'on peut estimer moralement choquante, mais je ne rentre pas là-dedans, Oui. On commet des crimes et à ce moment-là, ces crimes tombent sous le coup de la loi française. Voilà. Alors, je crois que les chiffres qui sont estimés sont de l'ordre de 4000 Français 4800. qui seraient sous l'uniforme. Oui, c'est ce qu'on attend. Sous l'uniforme, évidemment que le gouvernement a ses renseignements, donc on va faire le nécessaire pour les obtenir par les moyens légaux. Mais il y a également ce mouvement du 30 mars veut mener une action au niveau européen. Il y a déjà une plainte qui a été déposée aux Pays-Bas, une autre en Belgique. En dehors des plaintes, il y a tout un travail de renseignement qui est ici. Et je crois que c'est un mouvement de grande ampleur qui démarre. En tout cas, c'est une chose qui doit être mise au net. Et il faudra bien un jour ou l'autre que les dirigeants français, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères ou présidence de la République prennent position sur ce thème, à savoir la réalité factuelle que nous avons sous les yeux, revendiquée de Français qui revendiquent le crime et le parquet qui reste silencieux. Vous avez un exemple où des Français sont allés commettre des crimes à l'étranger. Il n'y a pas eu besoin de plainte déposée par 3 associations avec un gros travail d'investigation pour mobiliser le procureur. Quand c'était Daesh, il n'y a jamais eu une seule plainte déposée. Tout a été fait spontanément par le procureur. Le procureur, il l'a vu, cette vidéo. Je focalise pas contre lui, je veux dire ses services. Ils l'ont vu, cette vidéo. Ils ont vu tous les commentaires. Ils ont vu qu'il y avait déjà un mouvement qui se mettait en place. Qu'est-ce qui empêchait d'emblée de poursuivre? Enfin, c'est quand même de la torture. C'est le massacre pour ces jeunes qui sont là. On sait qu'ils partent ensuite sous le régime israélien de ce qu'on appelle les combattants illégaux, c'est-à-dire qu'on leur dénie le statut de prisonnier de guerre, qui est en soi un crime de guerre, ça c'est certain, Oui. pour les placer sous une loi qui s'appelle loi sur les combattants illégaux, qui n'existe qu'en Israël et qui a aucune valeur juridique internationale. Ce sont des combattants, ils sont arrêtés parce qu'ils étaient combattants, comme ils disent, du Hamas. Bon, Oui. eh bien, s'ils sont combattants sous un service organisé, ils dépendent, d'après le 2e protocole de la Convention de Genève de 1977, du statut de prisonnier politique. Point à la ligne, ça a été écrit, ça a été jugé, et bon, et donc le prisonnier de guerre, vous le mettez, je crois que j'ai dit politique, c'est prisonnier de guerre. Oui, spécial. On le met simplement à l'écart. Il n'est pas jugé, on le met à l'écart dans des bonnes conditions, le temps que la guerre soit finie, et il rentre. Or là, ces jeunes qui partent ici entrent dans un enfer, vu qu'ils vont être condamnés par des procédures administratives avec des peines qui sont sans limite, vu qu'il n'y a pas eu de jugement, ils font ce qu'ils veulent, et ils n'ont absolument aucun recours au juge, ni aucun recours à l'avocat, et aucune visite. Donc, moi, cette scène, si vous voulez, elle doit bouleverser d'autant que celui qui monte dans le bus avec il sait que c'est sa vie qui bascule. Oui, justement, Maître Gilles Devers, on ne parle même pas des droits des Palestiniens, parce que de toute façon, on pourrait rester des heures à disserter là-dessus. On sait très bien que rien n'est respecté avec la détention administrative. On parle de ces soldats binationaux qui aujourd'hui se trouvent sur le terrain en Palestine, comme s'ils avaient un travail à faire et qui rentrent chez eux. Cela peut-être peut sembler très difficile à admettre, parce qu'on l'a vu par le passé, très récent d'ailleurs, que lorsque dans les mêmes cas, des binationaux partaient pour combattre auprès de leur drapeau contre un autre drapeau, eh bien, ils étaient considérés comme étant des terroristes. Est-ce que cela est normal? Vous posez la question, vous avez la réponse. Ce que je vous dis, c'est que nous essayons à notre niveau de faire le nécessaire. Et le nécessaire, c'est simplement de réactiver une vigilance publique qui devrait être le fait, c'est-à-dire on ne devrait même pas avoir à déposer plainte. Et il est tout à fait clair que si demain un Français était pris dans un groupe pratiquant la torture sur une autre terre, eh bien les choses se passeraient de manière complètement différente. Donc on bute une nouvelle fois sur ce terrible double standard que l'on ne cesse de dénoncer, mais qui est une réalité de tous les jours. Hier, on trouve un charnier, il y a 250 personnes, ça fait 2 lignes. Vous comprenez, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Eh bien, on dit au gouvernement, et qu'au lieu de nous critiquer, écoutez notre message, parce que nous sommes quelqu'un qui vous dit, on vous aide à remettre les pieds sur terre,
Et tôt ou tard, la France retrouvera le chemin de ses principes, elle retrouvera le chemin de la justice et elle dira que si on a combattu juridiquement la torture à Alger, il y a des grands mouvements qui avaient eu lieu à l'époque avec des postures qui étaient bien difficiles déjà, et bien de la même manière, nous sommes en train de remonter un mouvement contre la torture fait par des Français, où que ce soit dans le monde, et systématiquement, ça sera des plaintes. Et puis si un jour le parquet vient sous ordre du gouvernement à notre secours en disant ben, on a compris le message, on fait le nécessaire, on dira simplement la loi est mieux respectée. Mais vous voyez tous ces jeunes-là qui Merci. partent à l'enfer et que l'on voit ici, ils ne sont pas seuls, c'est ce qu'on a à leur dire. Merci beaucoup, Maître Gilles Devers. En tous les cas, on espère que cette affaire ne restera pas sans suite, que parce qu'elle a été filmée, elle a été médiatisée. Mais Dieu sait combien de personnes ont été torturées sans que cela ne soit vu ou su. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci également à Maître Gilles Devers. Vous êtes, je vous rappelle, avocat au barreau de Lyon et spécialiste en droit international. Au revoir.